Bonjour, bienvenue à cette séance de révision numéro 3 consacrée au module de géodynamique interne du semestre 2 de la filière SVT. Alors, cette séance sera réservée à la relation qui existe entre la dynamique lithosphérique à la surface du globe et la genèse des reliefs, la genèse des chaînes de montagnes. Alors, on sait que les chaînes de montagnes résultent de la convergence des plaques lithosphériques à la surface du globe. C'est normal. Là où il y a un écartement de plaques lithosphériques, il y a forcément d'autres endroits où il y a de la convergence lithosphérique. Alors, ce processus qui aboutit à la formation d'une chaîne de montagne, c'est ce qu'on appelle un cycle orogénique, ou ce qu'on appelle une orogénèse. Alors, en quoi consiste ce cycle? Il faut d'abord créer un bassin sédimentaire. Généralement, c'est un milieu marin ou milieu océanique. Ensuite, il faut que ce bassin se ferme. Donc, on assiste à la fermeture de ce bassin pour créer un relief. Et une fois que ce relief, bien sûr, est formé, il va subir une phase d'érosion. Donc, c'est ce passage depuis le bassin sédimentaire jusqu'à la genèse du relief et son érosion qui constitue le cycle orogénique, le cycle qui aboutit à la naissance d'un relief. Alors, le point de départ d'une chaîne de montagne, c'est évidemment un bassin sédimentaire marin. Alors, quels sont les arguments en faveur d'un tel résultat ou d'un tel constat? Alors, le premier, bien sûr, argument, c'est que les chaînes de montagne actuelles sont formées par des roches sédimentaires qui prennent normalement leur naissance au niveau d'un océan ou d'un milieu marin. Alors, le deuxième argument, c'est la présence dans ces roches, la présence dans ces reliefs de fossiles d'origine marine. Et puis, parfois, il y a même mieux, il y a présence de l'ombre de croûte océanique dans certains reliefs actuels. Donc, tous ces éléments-là se trouvent dans un océan. Alors, le premier argument, c'est la présence de fossiles. Alors, nous avons ici donc des fossiles de chez nous. C'est sur la route Souera-Agadir. C'est des fossiles qui sont ramassés soit dans les reliefs qui sont juste au fond, c'est les reliefs de l'Atlas marocain, ou bien à des distances, enfin à plusieurs kilomètres de là, mais c'est toujours dans des reliefs actuels, c'est des reliefs du domaine atlantique. Alors, le deuxième argument, c'est la présence de roches dans les reliefs. C'est des roches sédimentaires, c'est un exemple pris aussi chez nous, c'est dans le Haut-Atlas marocain. Nous avons des calcaires éléments et les calcaires éléments se développent dans un milieu océanique. Et puis là, on a un autre argument en faveur de l'origine océanique des reliefs actuels. Ça, c'est un exemple des chaînes alpines, enfin de la chaîne des Alpes françaises. Alors, dans ces chaînes de montagne, nous avons ici à la base un affleurement qu'on appelle les serpentinites. Les serpentinites, c'est des péridotites altérées, c'est des péridotites transformées. Puis nous avons une zone où nous avons des gabbros, c'est des roches magmatiques basiques de profondeur. Et puis là, nous avons ce qu'on appelle les pilolavas. C'est des variétés de basalte. C'est des basaltes qui refroidissent au milieu aquatique, au milieu marin. Alors, cette succession n'est pas sans nous rappeler cette coupe que nous avons vue en cours. Alors, nous avons des péridotites, nous avons des gabbros et nous avons des basaltes. Alors, où est-ce qu'on trouve cette succession? On la trouve dans la lithosphère océanique. Donc, les affleurements que nous avons là correspondent en fait à un morceau, à un bout de lithosphère océanique qui existe dans la chaîne des Alpes françaises, la chaîne des Alpes actuelle. Donc, voilà les trois arguments comme quoi une chaîne de montagne correspond à la fermeture d'un océan. C'est à cause de la présence des roches sédimentaires marines, à cause de la présence de fossiles marins et parfois présence aussi d'un morceau de croûte ou de lithosphère océanique dans ces reliefs. Alors, où se situent ces reliefs à la surface du globe? Où se situent les chaînes de montagne à la surface du globe? Alors, on commence par ces reliefs que nous avons à l'ouest de l'Amérique du Nord, ce qu'on appelle la cordillère de l'Ouest américain, puis nous avons des reliefs à l'ouest de l'Amérique du Sud, en bordure de l'océan Pacifique. Nous avons également, toujours dans l'océan Pacifique, mais dans cette partie-là, nous avons également des reliefs
qui émergent ou qui ressortent au-dessus du niveau marin et qui sont bien sûr sur le plancher océanique. Nous avons aussi des reliefs qui sont ici, c'est l'un des reliefs majeurs à la surface du globe, c'est l'Himalaya. C'est des reliefs qui sont ici à la frontière entre les masses continentales, entre l'Eurasie au nord et puis la sous-plaque indienne et de l'Arabie saoudite au sud. Et puis nous avons aussi un modèle de chez nous, c'est le Haut Atlas, c'est une chaîne qui est en Afrique du Nord. Alors, cette carte nous montre justement le rapport entre ces différents reliefs. On retrouve les cordillères de l'ouest de l'Amérique du Nord, la cordillère de l'ouest de l'Amérique du Sud, les reliefs à la frontière des plaques lithosphériques continentales, et puis là, on apprécie un peu plus les reliefs qui sont ici, en bordure ouest de l'océan Pacifique. Nous avons bien sûr d'autres reliefs, tels celui des Atlas ici au niveau de l'Afrique du Nord, et puis il y a un petit relief un peu particulier, c'est la chaîne Thomas. Alors, ces reliefs ainsi formés correspondent donc à la fermeture d'un océan, c'est clair, mais par quel mécanisme? Alors, les mécanismes de formation de ce relief nous permettent justement de classer justement ces reliefs ou ces chaînes de montagnes en 5 catégories. Alors, la première, c'est la chaîne de subduction froide. Elle correspond à la convergence de lithosphère océanique contre une lithosphère océanique. Et le relief obtenu, c'est ce qu'on appelle un arc insulaire. Alors, les exemples, c'est évidemment le Japon, les Antilles et puis l'Indonésie. Nous avons ensuite le deuxième type de chaîne, c'est les chaînes de subduction dites chaudes. C'est la convergence entre une lithosphère océanique et une lithosphère continentale. Alors, le relief obtenu, c'est ce qu'on appelle un arc continental. Et le meilleur exemple actuel, c'est les cordillères des Andes. Et le troisième exemple, c'est la chaîne intracontinentale. C'est un exemple de chez nous. C'est la chaîne du Haut Atlas. Quatrième exemple, c'est la chaîne de collision. C'est la convergence entre deux masses continentales. Le cinquième exemple, c'est la chaîne d'obduction qui correspond au chevauchement de la lithosphère océanique qui passe au-dessus de la lithosphère continentale. Alors, voici les exemples des 3 modèles les plus fréquents à la surface du globe. Nous avons la chaîne d'arc insulaire, la chaîne d'arc continental et la chaîne de collision. La chaîne d'arc insulaire correspond à une subduction donc d'une lithosphère océanique sous une lithosphère océanique. Alors, à cause justement de sa densité, de son âge, parce que lorsque cette lithosphère vieillit, sa densité augmente et il va finir donc par plonger au niveau de la sténosphère et il va subir ce qu'on appelle une fusion partielle, et cette fusion partielle va générer un magma. Ce magma va remonter, soit qu'il sera piégé dans la lithosphère océanique, soit qu'il pourra ressortir en surface et générer un appareil volcanique. Alors, ces appareils volcaniques sont sous forme d'un arc, une forme courbée, parallèle justement à la fosse océanique dans laquelle on assiste au plongement de la lithosphère océanique subductée. Donc cette forme courbée permet d'appeler cette zone-là un arc insulaire parce qu'il est formé par une succession d'îles. Alors ces îles peuvent être coalescentes et former des reliefs relativement étendus en surface. Le deuxième cas, c'est l'arc continental. Alors là, il concerne le plongement de la lithosphère océanique sous une lithosphère continentale. On assiste au même phénomène lorsque cette lithosphère atteint une certaine profondeur, elle va fondre de façon, je dirais, progressive, et il va générer un magma qui va remonter en surface à une température tellement élevée qu'il peut entraîner également la fusion de la lithosphère continentale. Alors, ce magma peut rester en profondeur pour donner des roches plutoniques, ou bien arriver en surface et générer des appareils volcaniques qui vont donc donner des reliefs encore plus importants que ce qui existe déjà au niveau de la croûte continentale. Et puis, troisième cas,
Là, c'est une chaîne de montagnes dite mature, parce que là, du plan de subduction qui existait, il ne reste plus que ce plan-là, et on assiste donc à l'affrontement, à la collision entre deux masses continentales. Comme ils ont des densités relativement faibles, aucune d'elles ne va aller en profondeur. Toutes ces masses continentales vont aller vers le haut et ils vont générer des reliefs relativement importants. Alors les chaînes de collision sont dites des chaînes matures. Alors il reste les deux cas particuliers, c'est la chaîne intracontinentale, elle existe en Afrique du Nord, et puis nous avons la chaîne d'abduction qui existe à Oman. Alors en voyant les deux premiers cas, les arcs insulaires et les arcs continentaux, alors ces chaînes de montagnes existent tout autour de l'océan Pacifique. Alors cet océan, on peut le partager en deux. Une partie orientale et une partie occidentale ou une partie ouest. Alors dans la partie ouest, nous avons des fosses océaniques dans lesquelles on assiste à une subduction de lithosphère océanique sous une autre lithosphère océanique. Ce qui est donc dans cette partie du Pacifique, nous avons essentiellement des reliefs de type arc insulaire. De l'autre côté, nous avons également des reliefs sur les continents, sur la bordure ouest de l'Amérique du Nord, des reliefs sur la bordure ouest de l'Amérique du Sud. C'est ce qu'on appelle les arcs continentaux. Ils sont liés à la subduction du lithosphère océanique sous la plaque nord-américaine, également la subduction du lithosphère océanique sous la plaque de l'Amérique du Sud. Alors, ces chaînes de montagnes sont jalonnées par des appareils volcaniques. C'est tous les triangles rouges qui sont placés sur la carte, d'où le nom de ceinture de feu du Pacifique. C'est parce que tout autour, nous avons une activité volcanique actuelle, soit du côté des arcs continentaux, soit du côté des arcs insulaires. Alors on va prendre le premier exemple, c'est l'exemple du Japon. Alors les îles japonaises sont sur cette photo satellite, elles sont là. Elles ont cet aspect court qui caractérise justement les arcs insulaires. Alors au niveau du Japon, nous avons trois plaques lithosphériques. C'est un cas un peu spécial, un peu particulier. Nous avons la plaque Pacifique, qui est de nature océanique. Nous avons aussi la plaque des Philippines, une plaque lithosphérique océanique. Et là, nous avons la plaque de l'Eurasie avec sa partie océanique. Parce que dans les plaques lithosphériques, on peut avoir une partie continentale et une partie océanique. Donc, nous sommes ici en présence de trois plaques lithosphériques. Et ici, nous avons un point dit triple qui délimite une zone de subduction entre l'Eurasie. Alors, sous l'Eurasie, nous avons le plongement de la plaque des Philippines, et puis à ce niveau-là, nous avons la plaque du Pacifique qui plonge en dessous des deux. Elle plonge ici sous la plaque eurasiatique, et il plonge ici sous la plaque des Philippines. Alors, le schéma global, il est là. C'est donc une subduction froide, océan-océan, qui génère des appareils volcaniques. Ces appareils volcaniques en surface, lorsqu'ils sont reliés entre eux, ils sont devenus suffisamment importants, ils peuvent générer des reliefs de ce type. Là, c'est des reliefs du Japon qui dépassent largement les 3000 mètres d'altitude. Alors, toujours dans la bordure ouest de l'océan Pacifique, mais là, on va aller vers la partie, je dirais, orientale de la plaque australienne. C'est la fosse des Tonga-Kermadec. Alors, la fosse, il est à peu près à ce niveau-là. Et en surface, voilà ce que nous avons. Nous avons donc un ensemble de volcans qui constituent là aussi un arc insulaire, d'origine bien sûr volcanique. Entre la plaque subductée, c'est la plaque de l'océan Pacifique, elle est là. Et puis là, nous avons un morceau de, je dirais, océanique de la plaque australienne. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle un bassin arrière. Alors, pour placer cette subduction, on l'a placée grâce à la localisation des foyers séismiques, en mesurant justement l'intensité des séismes et la profondeur des foyers. On arrive à mettre en évidence que de ce côté-là, de l'arc insulaire, c'est-à-dire du côté
la plaque pacifique, c'est la couleur jaune, nous avons essentiellement des foyers superficiels. Par contre, lorsqu'on avance vers le nord-ouest, nous avons cette zone sombre, nous avons des foyers qui sont profonds. Et c'est l'alignement justement de ces foyers séismiques superficiels, intermédiaires au milieu de l'arc, et puis profond lorsqu'on s'éloigne vers le nord-ouest. C'est ce qui nous permet de placer justement ce plan de subduction. C'est le plan dit de Benioff, du nom du séismologue qui l'a découvert. Alors, comment on obtient justement cette subduction-là? Vous avez un exemple sur ce schéma-là. Nous avons donc la création du plancher océanique au niveau de la dorsale, et là, la densité moyenne est de l'ordre de 3, 3,1, 3,2. Alors, lorsqu'on s'éloigne de la dorsale, la croûte océanique vieillit et sa densité augmente. On passe de 3,2, 3,3, 3,4. Alors là, la densité devient supérieure à la densité du milieu sous-jacent. C'est la densité, bien sûr, de l'asténosphère et du manteau, enfin de la partie solide du manteau supérieur. Alors, une fois que la densité devient importante, eh ben, cette croûte océanique va plonger en profondeur, où il va être recyclé dans les courants de convection. Une partie de la fusion justement de cette lithosphère, une partie de ce magma obtenu peut remonter en surface et générer des appareils volcaniques. Ce sont les appareils volcaniques qu'on retrouve dans les arcs insulaires actuels. Alors, l'exemple de chaîne de montagne numéro 2 correspond à une chaîne de subduction chaude. C'est de la convergence entre une lithosphère océanique et une lithosphère continentale. Alors, les meilleurs exemples sont situés à l'ouest de l'Amérique du Nord et à l'ouest de l'Amérique du Sud. Alors, regardons d'abord la partie Amérique du Nord. Alors, nous avons bien sûr les triangles rouges qui représentent les appareils volcaniques, et ces appareils volcaniques, c'est ce qu'on retrouve ici. Et voilà, à la verticale de la plaque subductée. Alors, cette plaque, c'est la plaque de Juan de Fuca qui est en train de disparaître dans cette zone de subduction. Alors, en plongeant en profondeur, sa température augmente, et cette température qui augmente entraîne une fusion partielle de cette lithosphère qui va donner là aussi des plutons ou des appareils volcaniques. Alors, l'alignement de ces appareils volcaniques génère donc des reliefs. C'est les montagnes rocheuses qui existent à l'ouest des États-Unis, à l'ouest de l'Amérique du Nord. Alors, on va aller maintenant sur la bordure sud de l'océan Pacifique dans sa partie orientale, et on voit donc là le contact qui existe entre la plaque sud-américaine et la plaque de Nazca. Alors, bien sûr, là, on est dans une phase ou dans une zone de convergence lithosphérique. S'il y a des zones de convergence lithosphérique, c'est qu'il y a des zones de divergence. Là, la zone de divergence que nous avons ici, c'est la zone de divergence qui existe au niveau de l'Atlantique central, que nous avons vu lors de la séance de révision numéro 2. Là, nous avons la zone de divergence de la dorsale Est-Pacifique. C'est ce que nous avons vu également dans les séances de révision précédentes. Alors, cette convergence lithosphérique entre la plaque de Nazca et la plaque sud-américaine, la voilà. Elle génère des reliefs avec des volcans explosifs. Et là, sur un profil, on a placé justement les foyers sismiques. Et on voit que plus on s'éloigne de la fosse, qui est ici matérialisée par le trait bleu, plus on s'éloigne de cette fosse, plus les foyers des séismes augmentent. Enfin, plus la profondeur des foyers des séismes augmente. Ce qui fait donc que nous avons un plan de subduction, un plan de Benioff qui passe ici sous la plaque sud-américaine. Alors, j'ai placé ici l'exemple de la fosse des Tonga, la zone de subduction. Alors, la différence entre une subduction chaude et une subduction froide, c'est l'angle de plongement, c'est l'angle que fait le plan de Benioff avec l'horizontale. Là, c'est un angle qui est très fort. Là, le plongement est dû simplement à la densité de la plaque froide, alors que là,
l'angle du plan de Benioff, l'angle de la zone de subduction par rapport à l'horizontale, c'est un angle qui est trop faible. Donc il y a subduction parce qu'il y a surtout une convergence, il y a des mouvements de convergence entre cette plaque-là et celle-là. C'est pour ça que la plaque pacifique est pratiquement forcée de plonger en profondeur à cause de sa densité. Alors voilà les reliefs de la cordillère des Andes. Alors c'est des reliefs qui sont beaucoup plus importants par rapport à ce que nous avons vu au niveau de l'arc insulaire. C'est des reliefs qui font plus de 7000 mètres d'altitude. Alors là, nous avons au modèle 3D le rapport qui existe entre la plaque océanique qui va plonger en profondeur et la plaque continentale qui va rester en surface à cause justement de sa faible densité. Et là, nous avons la cordillère des Andes qui délimite, enfin qui est à la frontière entre l'Amérique du Sud et l'océan Pacifique. En profondeur, nous avons donc la fameuse plaque de Nazca qui plonge justement. Alors comment plonge-t-elle? Alors on a ce schéma interprétatif. Nous avons donc de la lithosphère océanique à cause de sa densité. Elle plonge sous la croûte continentale, sous la plaque lithosphérique continentale de l'Amérique du Sud. Elle est déjà suffisamment haute. Alors la fusion partielle de cette lithosphère océanique génère un magma. Ce magma remonte, alors soit qu'il sera piégé dans la croûte continentale, soit qu'il va refroidir en surface très vite et donner des appareils volcaniques qui vont participer à la genèse de ce relief en bordure de l'Amérique du Sud. Alors ces reliefs sont donc beaucoup plus importants par rapport aux reliefs obtenus dans le cas des arcs insulaires. Alors on arrive maintenant à la partie volcanisme. Alors il y a des volcans dans les arcs insulaires et il y a des volcans dans les arcs continentaux. Alors si on prend l'exemple de l'Amérique du Nord, nous avons ici donc un appareil volcanique, c'est le volcano du Mexique. Alors, les roches que nous avons dans ces appareils volcaniques, c'est essentiellement les andésites, les dacites et les rhyolites. Donc, c'est un volcanisme essentiellement intermédiaire. C'est un volcanisme souvent explosif. Et le meilleur exemple, c'est le mont de Sainte-Hélène. Le mont de Sainte-Hélène a explosé en 1980. Et lors de l'explosion, il a perdu 300 mètres de son altitude. À l'inverse, on va voir ici les volcans de subduction froide, c'est-à-dire de lithosphère océanique sous une lithosphère océanique. Nous avons des volcans. Là, vous avez l'exemple du mont Fuji qui existe au sud-ouest de la ville de Tokyo et qui pointe à plus de 3700 mètres d'altitude. Et c'est un magma, bien sûr, basique, parce qu'il provient de la fusion d'une lithosphère océanique contre une lithosphère océanique. Alors, le troisième cas, c'est un cas bien de chez nous, c'est les chaînes intracontinentales, c'est le cas du Haut-Atlas. Alors, vu à partir de la ville Ocre, la ville de Marrakech, nous avons vers le sud de reliefs majestueux, c'est les reliefs du Haut-Atlas, et ce sont ces reliefs-là, localisés au sein de la plaque africaine, qui portent le nom ou qui sont classés parmi les chaînes intracontinentales. Alors, pourquoi intracontinentale? Nous avons notre chaîne de l'Atlas, elle est là. Elle démarre à peu près dans les régions de Souaire et Agadir et elle se prolonge vers l'est et elle va pratiquement jusqu'en Tunisie. Une autre caractéristique de cette chaîne intracontinentale, c'est l'absence de croûte océanique. Alors, je vous rappelle que la croûte océanique ou la lithosphère océanique a une certaine composition. Cette composition ne présente aucune trace. Enfin, elle n'existe pas dans le substratum de la chaîne atlasique. Donc, c'est une chaîne intracontinentale parce qu'elle est au sein de la plaque africaine. Deuxième critère, c'est qu'il n'y a pas de croûte océanique à sa base. Qu'est-ce que c'est comme modèle de jeunesse? Initialement, c'est un bassin sédimentaire délimité par des failles normales, et voilà. Ces failles normales se regardent, ce qu'on appelle des failles normales conjuguées, et nous avons donc une zone effondrée. C'est une structure de quoi? C'est une structure de rift continental. Alors, ce rift continental peut recevoir de la sédimentation. La sédimentation soit continentale, soit marine, soit les deux. Et au cours de la phase, là on est une phase de distension,
au cours de la phase de compression, ça veut dire donc qu'il y a un arrêt de la distension. Il y a donc avortement du rift. Normalement, un rift continental doit générer un océan. Or, dans le cas du Haut Atlas, le rift continental n'a pas généré d'océan. Il va être subsidant grâce aux failles normales et il va être rempli de sédiments. Lors de la phase de convergence, il y a à peu près 65 millions d'années, et cette phase de convergence va aboutir à la fermeture justement de cette structure. Comment elle va fermer cette structure-là? Simplement en reprenant les anciennes failles normales en failles inverses. Et on va assister donc à la naissance de failles inverses et de chevauchements sur cette partie-là. Et puis des failles inverses et des chevauchements de l'autre zone. Et ça nous donne un relief qui est presque symétrique, c'est-à-dire un chevauchement à droite, un chevauchement à gauche, avec une absence totale, justement, de traces de croûte océanique. Alors, voilà les reliefs de l'Atlas actuel. Nous avons donc dans la zone axiale, nous avons des dépôts sédimentaires, les voilà. Et puis, dans le substratum, nous avons essentiellement des schistes qui sont dont la composition est très loin, justement, de la composition du croûte océanique. Les schistes ont une composition chimique beaucoup plus proche de la composition d'un granit, une composition acide. Et les reliefs que nous avons obtenus ici par écrasement de la structure initiale, ils sont là. Et les failles normales qui ont généré le rift sont maintenant des failles inverses et on les retrouve à peu près dans ces zones. Alors voilà les bordures nord de la chaîne atlasique, c'est des contacts anormaux. Les contacts anormaux, par définition, c'est des failles qui entraînent le chevauchement de la zone axiale sur les bordures. Alors, c'est le chevauchement donc, de cette partie-là sur la bordure du rift. Et puis, la même chose de l'autre côté, nous avons un chevauchement ici de terrains précambriens sur des terrains du Trias, c'est des terrains du Mésozoïque. C'est quelque chose qui n'est pas logique, c'est quelque chose qui est anormal, et le contact entre les deux est forcément une faille. C'est une faille chevauchant en direction du sud. Donc là, chevauchement vers le sud lorsqu'on est dans la partie sud du bassin, et tout à l'heure, nous avons vu un chevauchement vers le nord lorsque on était en bordure nord de la chaîne. Alors voilà, on arrive à la fin de cette séance et on garde donc les chaînes de collision et les chaînes d'abduction pour une prochaine séance. Merci de votre attention et à bientôt.